Stéphanie Salinas, vous avez été lauréate du prix Caméra Clara 2020 avec une proposition qui s'intègre dans, j'allais dire, un univers que vous avez commencé de dresser sous le titre de l'inexpliqué. Je précise que vous êtes, à ma connaissance, la seule candidate du prix Caméra Clara qui a fait une proposition sur 2 années. C'est-à-dire qu'on avait pu découvrir une phase peut-être initiale de ce travail qu'on voit aujourd'hui en 2019, que le jury avait été tout à fait saisi par l'ampleur du projet, peut-être un peu désemparé aussi par beaucoup de questions qui se posaient, et en revanche, votre idée, votre initiative de représenter à nouveau ce projet Caméra Clara nous a totalement convaincus qu'on avait là un travail impressionnant, un peu déstabilisant, mais qui en tout cas mettait au cœur de votre entreprise le mystère de la chambre à certains égards. Alors, quelle est la place d'ailleurs de la chambre photographique dans l'inexpliqué ? Dans ce travail de l'inexpliqué, elle a une place tout à fait particulière puisqu'elle a organisé tout un aspect du travail. En fait, c'est un travail que j'ai donc développé notamment quand j'ai été accueillie en tant que pensionnaire à la Villa Médicis en 2017-2018, et j'avais pour projet d'explorer la question des miracles. Le miracle est un point de contact tout à fait concret entre la science et la croyance, puisque pour qu'un miracle existe, il faut d'abord qu'il y ait une assemblée de scientifiques qui reconnaissent le caractère inexpliqué d'un phénomène en l'état actuel des connaissances. Et à partir du moment où cette assemblée de scientifiques donc signe finalement le bout de la rationalité, les instances religieuses choisissent de proclamer ou pas le miracle. Donc le miracle est vraiment un endroit où se touchent ces deux aspects. Quand je suis arrivée donc en septembre à la villa pour commencer cette exploration, j'ai entendu parler par François Cheval de l'existence de cette caméra qui aurait appartenu à une sainte, et cet objet, cet appareil de vision, en fait, a vraiment orienté toute une partie du travail photographique que j'ai ensuite pu mener sur 1 an, puisque cette caméra a pu m'être prêtée et elle est devenue l'appareil de vision de cette enquête. Alors c'est la chambre photographique qui aurait appartenu à Sainte Thérèse de Lisieux, dont on sait par la recherche que la famille était très versée dans la photographie, que beaucoup de photographies avaient été faites dans cette congrégation. Mais vous vous saisissez de cette machine, mais pas simplement d'un point de vue opérationnel. Ça va être l'imaginaire du miracle lié à ce dispositif. Et vous parliez de la Villa Médicis, et peut-être certains vont l'apprendre, à la Villa Médicis, durant une certaine période, il y a Galilée. Et donc, alors là, c'est le feu et la glace, si je puis dire, le savant et la sainte qui vont se rencontrer. On parle souvent de révolution scientifique et de miracle. Comment vont coïncider ces 2 figures dans l'imaginaire que vous allez construire ? Pour moi, effectivement, ces 2 figures sont mes 2... moteurs et mes 2 accompagnateurs pour ce questionnement. Et si je devais le résumer de manière très simple, et dans le cadre de ce travail qui s'appelle Revenant, en fait, la question, c'était d'explorer ce qui peuple le ciel, ce CE et ce CEUX. Donc c'est Pythagore qui dit que l'homme est venu sur Terre pour observer le ciel, et il y a dans cette observation du ciel justement toute une projection de ce qu'est finalement en retour notre humanité et notre position sur cette terre. Et pour mener ce questionnement, il y a effectivement plusieurs méthodes, plusieurs visions, et la croyance religieuse y répond, et la recherche scientifique, peut-être on pourrait dire aussi croyance scientifique dans une certaine mesure, y répond également. Et ce qui m'intéressait, c'était effectivement d'essayer non pas justement d'opposer, mais de trouver sans doute des points d'entente, d'articulation, de contact entre ces 2 visions du monde.
à partir d'un objet spécifique qui sont nos corps. Alors concrètement, l'artiste chercheuse Stéphanie Solinas obtient l'autorisation d'étudier, de consulter les archives du Vatican concernant précisément les miracles de Sainte Thérèse. Vous découvrez quoi et comment ça va être à l'origine d'une production artistique? Alors c'est vrai que quand j'ai rencontré cette chambre photographique de Sainte Thérèse de Lisieux, finalement pour moi c'était aussi l'occasion de rencontrer Sainte Thérèse de Lisieux. C'était une figure évidemment dont j'avais entendu parler, mais à laquelle je ne m'étais pas forcément, que je ne connaissais pas plus que cela. J'ai voulu en savoir plus, et notamment au travers de ce qui attestait de sa sainteté, ce qui a fait d'elle une sainte. Et finalement, pour être sainte, il y a en fait un procès qui est mené par, notamment par la Congrégation pour la cause des saints au Vatican, qui instruit des dossiers de sainteté, c'est-à-dire fait des vérifications en fait sur des miracles qui peuvent être imputés à telle ou telle personne pour reconnaître sa sainteté et donc pouvoir la proclamer. Enfin, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la béatification et ensuite la canonisation. Et donc, je suis allée effectivement consulter ces procès aux archives secrètes du Vatican qui contiennent des entretiens avec différents témoins de la vie ou plus tard même de leur, en tout cas de leur interaction avec Thérèse de Lisieux. Et dans ces dossiers, j'ai pu trouver des preuves photographiques, donc qui utilisent la photographie, des preuves des miracles qui lui ont été imputés et qui lui ont permis, qui ont ouvert en fait la possibilité à la reconnaissance de sa sainteté. Des preuves scientifiques et visuelles du sacré. Hein, c'est vraiment le point de jonction de votre univers. Alors, le travail artistique, il est déjà bien commencé dans tout cet imaginaire, toutes ces enquêtes qui se construisent. Comment, Stéphanie, vous allez proposer, formaliser, déployer avec votre regard, avec votre façon d'établir des correspondances entre les images, tout cet imaginaire à la fois de la science, du sacré, et puis de cette chambre qui est au milieu. J'ai cru comprendre que vous allez constituer peu à peu une boîte qui va être une espèce de, pas de boîte de Pandore, mais enfin en tout cas de boîte noire qui est capable de s'ouvrir et de déployer dans l'espace des images. Mais quelles images ? C'est la photographie qui me permet de connecter en fait les différents corps qui pour moi sont des points d'accès à cet intangible de la croyance. C'est une série d'images qui sont des corps sous leurs différentes natures qui peuvent être photographiés, qui peuvent être peints, qui peuvent être sculptés, des corps reliques, des corps voilés, des corps morts. Et c'est la photographie, l'appareil photographique qui me permet de les collecter, de les faire coexister et d'établir entre eux une relation de correspondance. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans la figure de Galilée, au-delà de cette figure emblématique avec son procès qui témoigne de 1633, qui témoigne d'une forme de connaissance scientifique face à l'obscurantisme de la science. Finalement, ce qui m'intéresse beaucoup dans la figure de Galilée, c'est qu'il est le fondateur de la science moderne, contemporaine, en tout cas telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a relégué en dehors du domaine scientifique tout ce qui est de l'ordre du qualitatif, du sensoriel, parce qu'il ne le trouvait pas assez objectif. Et ce qui m'intéresse dans la mise en correspondance de ces corps et donc de cette dimension qualitative, c'est qu'il me semble qu'il y a une transmission finalement de connaissances, une transmission de récits qui se passe justement de corps à corps, peut-être en dehors d'une certaine forme d'intellect, d'objectif, quelque chose qui serait plus de l'ordre du sensoriel. Et c'est la caméra photographique qui me permet de faire ça, de par le fait que l'image photographique a cette platitude qui nous permet justement de constituer une archive. Et le moment de l'exposition, dans le cadre de l'invitation par Caméra Clara, c'est pour moi de rejouer une projection. La photographie me permet une compilation et la constitution d'une archive d'images. Et le moment de l'exposition est en fait
le moment de la projection que permet aussi la photographie avec l'agrandissement au mur des images qui sont présentes dans cette boîte. Quand on ouvre la boîte noire de l'inexpliqué, on va avoir des photographies astronomiques, des éclipses, des détails de tableaux, de sculptures, on les évoquait tout à l'heure. On va voir aussi parfois une photographie trouvée. On va voir des reproductions, des photographies de preuve des miracles de Sainte Thérèse. On a donc, je dirais, pas vraiment un album, mais plutôt presque un thésaurus, à partir duquel une exposition, un ouvrage, une présentation peut se déployer, mais elle sera à chaque fois différente, à chaque fois un miracle, alors d'une certaine manière. Je pense que c'est un équilibre effectivement entre une séquence d'images très précise et même un positionnement en fait, une manière de faire entrer les images en contact les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand on passe d'une image à une autre, il y a une position qui m'importe en fait, une manière dont les images se recouvrent ou se touchent. Et puis en même temps, effectivement, quelque chose qui est beaucoup moins contrôlable, qui est plus de l'ordre de l'aléatoire aussi, et notamment vous mentionniez le fait qu'il y ait des images trouvées. Voilà, quelque chose qui dépend moins de moi. Et dans la projection, ensuite, dans le cadre d'une exposition, il est question de la sélection. Donc en fait, il est question de rejouer une nouvelle forme de correspondance entre les images, dans la sélection précise que l'on choisit dans l'espace précis. Et là, en l'occurrence, à la galerie Clémentine de la Ferronnière, donc on a choisi une certaine séquence d'images qui propose une expérience qui ne pourra avoir lieu qu'au moment de l'exposition dans cette galerie. Je me dis en ressentant ce travail, à quel point le sensible qui avait été finalement mis de côté dans la science moderne, en tout cas pour une partie d'entre elles, se redonne vraiment sous l'aspect du visuel. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, en voyant cet assemblage d'images, cette phrase d'images, que la présence des gestes, des corps, des attitudes, des matières même, nous rend finalement familiers par notre culture, en tout cas la culture occidentale, du miracle. Hein, les corps qui peuvent s'élever, qui peuvent entendre des voix, qui peuvent correspondre les uns avec les autres. C'est pas de la magie, c'est plutôt une espèce de flux qui circule comme ça entre les images. Et je me disais finalement, en regardant ce travail, en tout cas moi, une des grandes questions qui m'apparaît et qui m'intéresse beaucoup, que vous posez là, et je crois qu'il est vraiment crucial, c'est la question du corps des images. On est dans une culture, d'ailleurs c'est intéressant dans l'exposition, puisqu'on peut en faire l'expérience avec un téléphone portable, où on parle beaucoup de virtuel, de dématérialisation, et finalement l'image n'a plus de peau, n'a plus de corps, et là, en montrant des reproductions d'œuvres, que vous repensez bien sûr le mot de reproduction avec son aura d'une certaine manière paradoxale, j'ai le sentiment que derrière cette réarticulation de la science et de la croyance, pour moi ce qui est en jeu c'est le corps des images. Comment vous le vivez, ce rapport l'image, c'est très matériel une image. Ce qui m'intéresse beaucoup en fait dans l'utilisation de l'image photographique, et c'est en ça qu'elle est vraiment un marqueur de ma pratique, même si dans ma pratique il y a des formes qui sont autres que photographiques, mais elle est vraiment pour moi un point d'ancrage, parce que l'image, et je crois que on partage ça avec l'image, ou que l'image partage ça avec nous, elle est à la fois une réalité tangible, et puis elle est un visuel, elle est une porte vers quelque chose qui est moins tangible. C'est-à-dire que dès son origine, elle est à la fois cet outil scientifique, la rétine du savant, et puis elle est également un outil pour capturer des présences invisibles, la photographie spirit, ou pour ouvrir à une fiction. Et c'est en ça qu'elle me semble un outil intéressant pour questionner notre propre dualité, c'est-à-dire notre réalité tangible, objective, corporelle, scientifique, observable, et puis le fait qu'on est aussi
des réalités moins tangibles, moins observables, c'est-à-dire qu'on est notre mémoire, on est nos croyances, on est notre spiritualité, on est les générations qui nous ont précédés. Et en ça, en fait, les corps semblent à la fois démunis dans leur possibilité à accéder à autre chose que ce qu'ils sont dans la réalité, et en même temps, ils sont nos seuls outils, concrètement, pour accéder à ces invisibles. Et donc, c'est dans ce va-et-vient, dans ces tentatives, dans cette incomplétude de nos identités, en fait, que Revenant est une exploration, en fait, enfin que ces images explorent cette dynamique. Faut-il croire encore aux images? C'est un peu cette question-là. Et dans l'exposition, il y a une pièce qui n'est pas une photographie, qui est une sorte de sculpture, de visage que l'on pourra toucher, ce qui est assez rare pour souligner. On peut toucher ce visage, c'est un visage de Sainte Thérèse, c'est une reproduction du Bernin. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Et puis quelle expérience on va pouvoir faire avec la main, pour le coup, parce qu'on va pouvoir toucher? C'est une pièce qui s'appelle donc Voile d'extase et qui fait également partie de ce corpus de travail qui s'appelle l'inexpliqué. C'est une reproduction en plâtre à l'échelle 1 du visage de Sainte Thérèse d'Avila en extase, tel que l'a sculpté le Bernin et que l'on peut toujours voir aujourd'hui à l'église Santa Maria de la Vittoria à Rome. Et c'est une image, une représentation qui a été beaucoup commentée, puisque l'extase de Sainte Thérèse d'Avila ressemble sous la main du Bernin. En tout cas, elle pose la question de la nature de l'extase qu'elle est en train d'expérimenter. Cette pièce que j'ai faite à partir de ce visage, pour moi, il est vraiment à la croisée de ces deux idées, enfin de cette description que saint Paul fait de l'extase, c'est-à-dire que on ne sait pas si le phénomène de vision, puisque sainte Thérèse d'Avila parle vraiment de vision, si c'est une vision qui est à l'intérieur ou à l'extérieur du corps. Et donc finalement, la peau, la surface du visage devient notre seul endroit d'appréhension finalement de l'expérience qui est en train d'être vécue. Et c'est également, pour moi, un endroit qui fait référence à la théorie des spectres de Balzac, qui nous envisage comme composé de différentes couches, comme un oignon finalement, et que chacune des photographies qui seraient réalisées de nous serait comme le prélèvement de l'une de ces couches qui nous constituent. Et donc le voile d'extase, c'est une pièce qui existe à la croisée de ces deux images, avec ce visage qui devient notre seul accès à l'expérience dont il est question. Et c'est une sculpture à caresser, effectivement, donc dans cette expérience du tactile. Et quand on la caresse, la peau du visage peut venir, on peut attraper et... On peut dévoiler. Dévoiler, finalement. Après, on remet le voile sur le... Et après, le voile continue, reste accueilli ensuite sur le visage. Alors, on a prononcé un terme qui est assez révélateur de toutes ces ambivalences, c'est le terme de vision, parce que finalement, avoir une vision ou avoir des visions, ça veut vraiment dire que la question de l'image, elle est liée à un fait psychique, mais en même temps une réalité qui est immatérielle. Et puis voir et avoir une vision au sens cette fois-ci de regarder quelque chose, de visionner, c'est quelque chose qui fait totalement partie de notre culture, du quotidien. Il y a une espèce de conjonction comme ça entre l'extraordinaire et le quotidien. Et dans l'exposition, vous avez choisi justement de mettre en scène un smartphone qui, face à une image en tout cas, va proposer un effet de vision. Mais alors là, on est vraiment plutôt dans la science, on est plutôt dans le miracle. On est pour moi toujours dans cet entre-deux ou sur cette crête, selon l'image que l'on peut utiliser, dans ce point de contact, puisque c'est...
les différentes représentations que j'ai collectées et mis en rapport dans cette série des revenants appartiennent à différentes époques. Et il faut imaginer que c'était, par exemple, on parlait de la sculpture du Bernin, ou par exemple voilà, du Christ nu de Michel-Ange, première version, qui fait partie justement de ces images. C'est des représentations qui étaient contemporaines, c'est-à-dire que c'était des manières contemporaines d'accéder à un récit par cette forme-là de représentation. Et donc, ça m'intéressait de prolonger en fait ces correspondances entre ces différentes représentations, entre ces différents corps, entre ces différentes époques, en m'interrogeant en fait sur la manière dont on accédait aux images, qu'est-ce qu'on regardait aujourd'hui et avec quels outils. Et finalement, le smartphone est notre appareil de vision, enfin en tout cas un appareil de vision tout à fait partagé aujourd'hui. Et il permet d'autres modalités de contact, d'entrer en contact avec les images. Donc c'est ça que je propose aussi dans l'exposition. Donc je le dévoile pas exactement aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, exactement, faut en faire l'expérience, puisque cet appareil de vision-là permet d'accéder à d'autres couches de l'image, disons. Pour terminer et revenir à la chambre qui a été finalement qui est le socle de toute cette œuvre dont la géométrie peut se déployer dans différentes configurations. On n'est encore jamais véritablement devenu familier de ce petit miracle de la projection d'une image dans une chambre, finalement, qui est quelque chose dont, lorsqu'on en fait l'expérience la première fois, est toujours assez miraculeux. On n'en a pas fini avec la technologie du smartphone à la chambre noire, la chambre photographique. Et pour terminer, j'aurais aimé avoir votre sentiment sur la façon dont la technologie, finalement, non pas nous fait rêver, mais produit des êtres un peu vivants. Hein. C'est la pensée de Latour de plus en plus sur la question, finalement, de tout ce qui est robot, tout ce qui est machine, tout ce qui sont, finalement, des êtres, hein. Simondon en parlait aussi, cette condition d'existence des objets techniques. Finalement, ce qu'on appelle la technologie, en parlant plutôt d'industrie, de progrès, il y a une toute autre façon de la vivre, cette technologie. Oui, c'est une question qui, enfin, telle que je la comprends, pour moi, elle fait écho à donc à la fois à cette chambre et à ce téléphone portable, qui sont ces deux appareils de vision qui sont tout à fait qui orientent, qui produisent en fait les images de l'exposition. Et je me suis interrogée en fait sur la dimension de relique de ces technologies, c'est-à-dire que le téléphone portable qui est présenté, c'est le téléphone que j'utilisais au moment où j'ai fait cette série. Aujourd'hui, j'ai un nouveau téléphone. Et le transfert de toutes mes données de cet ancien téléphone à ce nouveau téléphone a fait que le précédent, celui qui perd tout intérêt, l'enveloppe même. J'ai eu l'impression de m'en être détachée en fait très vite, puisque je retrouvais toute l'expérience de ma vie au travers de ce téléphone dans le nouveau. Donc la technique l'objet technologique, l'objet physique que représente ce téléphone, je trouvais perdait beaucoup en fait. Alors que la caméra photographique, qui aurait donc appartenu à Sainte-Thérèse de Lisieux, pour moi, elle reste tout à fait chargée en fait de quelque chose qui le dépasse et qui a à voir plutôt avec la question sans doute de l'être. Quand j'ai eu cet appareil, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va changer à mon regard, aux objets que je vais photographier, de photographier avec la caméra d'une sainte, avec l'œil d'une sainte. Et donc, je cherchais le miracle aussi de cette manière-là. Et finalement, le miracle tangible qui est arrivé avec cet objet, je l'ai trouvé pas forcément dans la représentation, mais dans l'accès qu'il m'a permis à certains lieux. C'est-à-dire que j'ai pu photographier dans des lieux qui normalement sont fermé à l'œil, mais encore plus à l'œil photographique. Il est interdit de photographier dans certains endroits où j'ai eu l'accès
à l'œil et à la photographie, parce que j'avais justement cette chambre qui aurait appartenu à Sainte Thérèse de Lisieux et que c'était finalement un sésame qui était actif toujours de manière contemporaine. Ce que malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux, mais en tout cas, ce qui est une réalité, je pense, des objets technologiques actuels, je ne suis pas sûre qu'ils conservent ce pouvoir d'évocation dans le futur. Merci beaucoup. Et puis finalement, la chambre aura été une condition du miracle de créer, donc ça, on peut le garder en tête. Probablement que d'autres appareils qui ont appartenu à des figures mythiques auront aussi ce rôle d'ouverture de clés pour accéder à d'autres expériences. Et ben, on le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Stéphanie. À bientôt.